Et voilà, c'est parti. Donc, avant de commencer, en fait, le webinaire est intitulé La science ouverte sans cliché, démasquer les idées reçues. En fait, je propose ce webinaire pour commencer avec une introduction à la science ouverte la semaine du libre accès 2024. Avant de commencer à euh, explorer les différents aspects de la science ouverte, il est important de bien comprendre ce que ces termes recouvrent. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui est de identifier, corriger les idées reçues sur la science ouverte et découvrir les avantages pratiques et les outils pour faire de la science ouverte. Qu'est-ce que c'est la science ouverte? Vous avez dans la définition la plus connue dans cette diapo, la science ouverte, c'est avant tout une approche qui vise à rendre la production scientifique plus accessible, transparente et collaborative. Cela inclut des pratiques telles que le partage des données de recherche, l'accès libre aux publications scientifiques, ainsi que la collaboration entre chercheurs et citoyens. L'idée centrale est de rendre la science plus ouverte, non seulement aux scientifiques, mais aussi à tous ceux qui souhaitent y contribuer ou en bénéficier. Euh, euh, j'ai décidé en fait, je préfère faire ces webinaires d'intro à partir d'intro à la science ouverte, à partir des idées reçues que j'ai collectées en tant que chargée de mission sciences ouvertes et gestion des données de recherche au fil des années et en tant qu'ancienne doctorante et chercheuse. Donc, là, dans cette diapo, en fait, vous avez les idées, les reçus les plus courantes qui concernent un peu les mondes de la recherche, un peu en général. Dans ma discipline, on ne fait pas de la science ouverte. Des idées reçues qui concernent plutôt l'édition. Pour bien accès ouvert, mais, peut mettre en difficulté certains éditeurs où tout le monde pourra s'approprier mon travail ou encore d'autres idées reçues qui concernent l'avancement de carrière, l'évaluation ou en fait les coûts des publications. Donc, nous allons les passer en revue un par un et pour découvrir qu'il s'agit bien des clichés. Euh, c'est parti. Dans ma discipline, on ne fait pas de la science ouverte. Cette idée reçue repose sur une conception un peu réductrice et mérite d'être déconstruite pour plusieurs raisons. Alors, la science ouverte ne se limite pas à certaines disciplines, comme les sciences naturelles ou l'informatique, et s'applique à tous les champs du savoir, y compris les sciences humaines, sociales, artistiques ou juridiques. L'idée que certaines disciplines seraient fermées à la science ouverte dérive souvent d'une méconnaissance des possibilités offertes par cette approche. Par exemple, en histoire ou en sociologie ou en psychologie, la mise en commun des données, des archives ou des méthodes de recherche peut enrichir les travaux comparatifs et faciliter la reproductibilité des analyses. Euh, la science ouverte peut s'adapter aux spécificités de chaque discipline si certaines données ou méthodes doivent rester confidentielles pour des raisons éthiques ou légales, comme dans les cas des données médicales ou juridiques. Cela ne signifie pas que d'autres aspects de la recherche ne peuvent pas être ouverts. Euh, la transparence méthodologique, les prépublications ou l'accès aux publications à libre accès sont autant de pratiques de sciences ouvertes qui peuvent être mises en place dans toutes les disciplines. Euh, même en droit, par exemple, même si certaines décisions judiciaires ne peuvent être rendues publiques pour des raisons de confidentialité, vous pouvez mettre à disposition d'autres aspects de la recherche ou des méthodes d'analyse qui peuvent être partagées ouvertement.
l'idée que la science ouverte n'est pas pertinente pour certaines disciplines est souvent liée à des résistances culturelles ou institutionnelles au changement. Certains chercheurs craignent la perte de contrôle sur leurs données, les publications, et ça, je le pensais en tant que, quand j'étais doctorante, la dévalorisation de leurs publications. Pourtant, ces craintes peuvent être atténuées par une euh, meilleure connaissance, une meilleure information sur les bénéfices de la science ouverte, comme l'augmentation des citations et de l'impact des travaux, ainsi que par des cadres juridiques adaptés, comme les licences Creative Commons qu'on va mentionner, dont on va parler tout à l'heure. Donc, pour conclure sur ces points, la science ouverte est un ensemble d'outils et de pratiques modulables que chaque discipline peut adapter à ses propres besoins. Moi, je ne fais pas de la science ouverte, dans ma discipline, on ne fait pas de la science ouverte, euh, reflète une vision un peu statique de la recherche, alors que les mouvements vers plus de transparence, de partage et de collaboration peut être bénéfique à toutes les disciplines. Si je diffuse mes publications scientifiques à libre accès, tout le monde pourra s'approprier mon travail sans me citer. Alors, cette idée reçue euh, repose sur une méconnaissance du fonctionnement de la science ouverte et surtout sur des méconnaissances des mécanismes de diffusion des connaissances. Dans la communauté scientifique, la reconnaissance du travail passe principalement par les citations. Les chercheurs, en tant que chercheur, vous êtes incités à citer les sources de manière rigoureuse, quels que soient les mots d'accès des publications. Même à libre accès, un manquement aux bonnes pratiques de citation est une faute éthique. Donc, les articles en libre accès ne sont pas plus sujets au plagiat que les articles publiés derrière des barrières payantes. Une production scientifique en accès ouvert est plus facile à obtenir, mais elle n'est pas moins protégée qu'un document en accès restreint. Donc, publier en accès libre permet d'augmenter la visibilité et la diffusion des travaux, ce qui peut au contraire renforcer les chances d'être cité. Des études ont montré que les publications en accès libre ont souvent un taux de citation plus élevé que celles qui sont récentes à des abonnements payants. Si vous rendez les travaux accessibles à un public plus large, y compris dans les institutions avec moins de moyens, les chances d'être reconnus dans la communauté scientifique mondiale augmentent. Donc, fermer votre travail derrière des barrières techniques ou physiques, c'est perdre en visibilité sans pour autant écarter les risques de plagiat. Après, vous êtes protégé en tant que chercheur. Les licences ouvertes, comme les licences Creative Commons, permettent de diffuser les œuvres tout en protégeant les droits d'auteur. Et ces licences exigent que les utilisateurs citent correctement les auteurs et en précisant les conditions d'utilisation. Donc, les chercheurs restent protégés contre l'appropriation illégitime de leurs travaux. Et si un auteur choisit une licence Creative Commons, il peut spécifier que l'œuvre doit être attribuée correctement, limitant les risques d'appropriation, d'usurpation. Il est généralement plus difficile de s'approprier sans citer un travail largement diffusé, car il est plus visible pour la communauté scientifique qui pourrait rapidement détecter un plagiat. Donc là, pour conclure sur ces points, plutôt que rendre vulnérable un chercheur, la science ouverte permet une meilleure visibilité et traçabilité de ses travaux. Les règles des citations et les licences ouvertes assurent la protection des droits d'auteur et facilitent la reconnaissance scientifique. Diffuser vos articles à libre accès ne réduit pas donc la possibilité d'être cité, mais au contraire amplifie
les chances de visibilité et de collaboration, contribuant ainsi à une diffusion plus éthique et plus éthique des connaissances. Je privilégie un réseau social académique, comme Academia ou ResearchGate. Cette idée reçue en fait, repose sur mes connaissances des différences entre les types de plateformes et des implications de leur utilisation. Euh, les réseaux socio-académiques, donc ResearchGate ou Academia, sont des réseaux socio-académiques commerciaux, ne sont pas des archives ouvertes. Ces plateformes cherchent avant tout à générer du profit en tant que commerciaux, souvent en exploitant les données des utilisateurs ou en proposant des services payants pour améliorer la visibilité des profils. Ne respectent pas les mêmes principes que les archives ouvertes qui sont conçues pour garantir un accès libre, pérenne et sans but lucratif aux publications scientifiques. Euh, Contrairement aux archives ouvertes comme HAL ou d'autres plateformes comme Archive ou Zenodo, ces réseaux sociaux peuvent restreindre l'accès à vos travaux ou modifier leurs conditions d'utilisation sans préavis, ce qui peut poser des problèmes de pérennité et de contrôle sur vos publications. À l'inverse, l'archive ouverte HAL verse les publications déposées au Centre informatique de l'enseignement supérieur, au CINES, pour l'archivage. Donc, lorsque vous déposez vos travaux dans une archive ouverte, vous bénéficiez d'un lien de téléchargement pérenne que vous pouvez utiliser dans votre CV et partager sur vos réseaux. Si vous voulez continuer à utiliser un réseau social académique, on peut vous suggérer de ne pas déposer les PDF intégrales des publications. Vous pouvez que ajouter une référence, les titres de l'article, les noms de la conférence, du colloque auquel vous avez participé et de diffuser, en fait, déposer le PDF intégral de la publication dans une archive ouverte comme HAL. Les deux prochains webinaires, les webinaires de mercredi et jeudi, seront consacrés à l'archive ouverte HAL, si vous avez besoin. Pour bien accès ouvert coûte trop cher à ma structure. Ça, c'est la quatrième idée reçue selon laquelle pour bien accès ouvert, c'est cher. On peut l'examiner, on peut la déconstruire en examinant plusieurs aspects de l'accès ouvert. Oui, certains éditeurs font payer aux chercheurs ou à leurs institutions des frais de publication, les APC, les Article Processing Charges, pour diffuser l'article en accès ouvert immédiat. Ces frais peuvent aller jusqu'à plusieurs milliards d'euros pour un article, mais vous avez certains choix des publications qui peuvent vous permettre de réduire ou supprimer ces coûts tout en maintenant l'accès ouvert. Vous avez par exemple la voie verte, la voie diamant et la voie dorée. Donc les modèles des publications en accès ouvert qu'on appelle voie verte ou Green Open Access, le modèle Green Open Access qui permet aux auteurs de déposer une version de votre article dans une archive institutionnelle ou en dépôt thématique sans coût supplémentaire. Vous pouvez déposer la version auteur de la publication et la loi pour une république numérique euh, vous autorise à faire en respectant un délai fixé par l'éditeur qui peut être de 6 mois ou 12 mois selon les disciplines. Vous pouvez publier dans une revue dite Diamant qui ne demande pas
aucun frais à l'auteur parce que le financement est assuré en amont par diverses contributions. Euh, il y a plusieurs revues en accès ouvert qui ne facturent pas de frais de publication aux auteurs. Ces revues sont souvent soutenues par des institutions académiques ou des bibliothèques ou de subventions gouvernementales et vous pouvez les retrouver dans les DOAJ, le Directory of Open Access Journals, qui recense toutes les revues en open access et vous verrez que sur 21 116 revues, 13 826 sont sans APC. Et dernière option, vous pouvez publier vous pouvez utiliser en fait les modèles de publication qu'on appelle voie dorée, c'est-à-dire publier dans une revue proposant des frais de publication, mais calculés au plus juste prix. Et ils existent dans tous les domaines et ils sont référenciés toujours dans les DOAJ. Ce que coûte trop cher à la structure, au laboratoire, à l'université, c'est la voie hybride, c'est-à-dire payer deux fois, payer une fois pour publier l'article en accès ouvert et payer pour l'abonnement à cette revue. Donc, c'est ça ce qui coûte trop cher à l'université, aux bibliothèques et aux laboratoires. Mais vous avez plusieurs modèles de publication en accès ouvert euh, qui sont pas si chers. Les modèles d'accès ouvert visent à réduire la dépendance au coûteux abonnement aux revues scientifiques traditionnelles et en publiant un accès ouvert, les institutions et les chercheurs peuvent économiser sur les abonnements qui représentent une dépense majeure pour les bibliothèques académiques. Et surtout si vous rendez les articles immédiatement accessibles à tous, l'accès ouvert permet aux chercheurs euh, au, et au grand public de bénéficier de la recherche sans avoir à payer pour des abonnements ou des articles individuels. Il s'agit d'une idée reçue qui concerne surtout les doctorants, surtout les doctorants en fin de thèse. Si je rends ma thèse libre mais accessible, je ne pourrai plus la publier. Alors, nous allons consacrer un webinaire vendredi sur la thèse en open access. Donc là, je reste un peu euh, euh, générique, euh, mais j'ai voulu mentionner cette idée reçue et un peu euh, déconstruire, la déconstruire surtout sur en fait, deux éléments. Les éditeurs, les thèses et les livres sont des formats très différents, tant par leur style, leur contenu et que leur public. Une thèse est avant tout un travail académique, souvent dense, technique et rédigé pour répondre aux exigences spécifiques d'un jury universitaire de spécialistes dans les domaines. Un livre, en revanche, est un produit destiné à un public plus large. Là, je donne une mauvaise nouvelle aux doctorants. Il s'agit d'un produit, les livres, qui nécessitent une réécriture en profondeur et des fois une simplification du propos, parfois l'ajout des contenus inédits et parfois de la suppression de d'autres parties. De nombreux éditeurs demandent d'ailleurs que la thèse soit retravaillée, qu'elle soit remaniée avant publication, ce qui montre que les deux formats sont perçus comme différents. Et deuxième élément, la publication de la thèse en accès libre n'empêche pas les éditeurs de la reprendre. De plus en plus, des éditeurs acceptent de publier des travaux basés sur des thèses qui sont déjà accessibles en ligne. La thèse, même disponible en accès libre, n'est pas perçue comme une publication finale ou
comme un produit éditorial terminé. C'est souvent une étape préliminaire dans la carrière d'un chercheur et les éditeurs comprennent qu'il y a une demande pour des versions retravaillées ou synthétisées. Plusieurs grandes maisons d'édition, notamment dans les domaines des sciences humaines et sociales, continuent de publier des livres issus des thèses, même si celles-ci sont disponibles dans des archives ouvertes. Si vous rendez la thèse librement accessible, bah, vous lui donnez plus de visibilité et donc plus de chances d'être édité. D'après une étude dans le domaine des humanités et des sciences sociales, 82,8% des éditeurs académiques sont favorables à l'édition des thèses déjà rendues publiques en ligne. Donc, pour les thèses, je m'arrête là et je vous incite à participer au webinaire de vendredi sur la thèse en open access. Publier un accès ouvert met en difficulté certains éditeurs. Oui, publier un accès ouvert peut entraîner des évolutions pour les nombreuses structures qui contribuent à la diversité de l'édition scientifique. Des nouveaux modèles de diffusion euh, associent l'accès ouvert sur des plateformes de publication à la commercialisation d'autres formats et des services complémentaires. Des infrastructures assurent la structuration et la diffusion numérique permettant des mutualisations et une diminution des coûts. Et des politiques publiques soutiennent les éditeurs dans ces évolutions. Sur les éditeurs en accès ouvert, de nombreux éditeurs ont adopté un modèle économique basé sur l'accès ouvert qui leur permet de tirer des revenus d'autres sources, tels que les frais de publication, les APC. Cela montre que l'accès ouvert peut constituer une opportunité économique plutôt qu'un obstacle. Et après, les institutions académiques et les gouvernements soutiennent de plus en plus la recherche en open access par les biais des subventions et cela crée une nouvelle source de revenus pour les éditeurs, leur permettant de s'adapter aux nouvelles réalités du marché. Après, il y a plus de visibilité et plus d'impact. C'est-à-dire que les articles publiés en accès ouvert sont généralement plus accessibles au public, ce qui peut augmenter leur visibilité et leur impact. Et cela profite à la fois aux chercheurs et aux éditeurs, car des articles plus cités attirent davantage d'attention et des soumissions. Et surtout, la recherche en accès ouvert atteint non seulement les universitaires, mais aussi les praticiens, les grands publics, ce qui peut renforcer l'impact sociétal des travaux publiés. L'émergence des plateformes open access a encouragé une concurrence parmi les éditeurs, poussant ceux qui publient de manière traditionnelle à innover et améliorer leurs services, notamment en matière de rapidité des publications et de qualité de révision par les pairs. Les éditeurs doivent s'adapter aux nouvelles technologies et aux tendances numériques pour rester pertinents et cela peut inclure l'utilisation de plateformes de publication ouvertes et de logiciels de gestion de contenu. Donc ces changements représentent un défi pour certaines, mais il ne s'agit pas d'un obstacle insurmontable pour l'ensemble des éditeurs qui ont largement démontré l'adaptabilité. L'accès ouvert, loin d'être une menace, peut constituer souvent une opportunité pour transformer les paysages de la publication scientifique. Donc, bien que la transition vers un modèle de publication en accès ouvert puisse poser des défis pour certains éditeurs traditionnels, elle offre de nombreuses opportunités. Et donc, l'idée reçue que l'accès ouvert met en difficulté les éditeurs ne prend pas en compte les bénéfices économiques, sociaux et académiques qu'il engendre. La clé pour les éditeurs réside dans leur capacité à s'adapter et à innover face à cette
nouvelle réalité. Oui. Euh, alors, sur cette idée reçue, je dois choisir ma revue uniquement sur les critères du facteur d'impact. Je ne suis pas une spécialiste de la bibliométrie, donc je ne rentre pas dans les détails de la question de l'évaluation et de la bibliométrie. Euh, mais euh, je tiens en fait à faire un petit point euh, sur ces éléments. Les facteurs d'impact est un indicateur statistique parmi d'autres. Ben, il y a d'autres qui les doctorants connaissent très bien. Il est calculé en fonction du rapport entre les nombres moyens des citations reçues par une revue et les nombres d'articles publiés dans la revue pendant 2 années consécutives. Donc, il s'agit du moyen qui ne renseigne pas sur l'impact ou la qualité des articles. Comment ça marche? Je fais rapidement. On prend tous les articles publiés dans une revue pendant les deux dernières années. On regarde combien de fois ces articles ont été cités par d'autres articles au cours de l'année suivante et on divise les nombres total des citations par les nombres d'articles publiés. Euh, Exemple simple. Une revue a publié 50 articles en 2020 et 2021. Ces articles ont été cités 150 fois en 2022 et les facteurs d'impact de la revue pour 2022 est 150 divisé par 50, donc c'est 3. C'est-à-dire que chaque article de cette revue a été cité en moyen 3 fois. À quoi ça sert le facteur d'impact? C'est pour comparer les revues. Un facteur d'impact élevé indique que la revue est souvent citée et donc c'est importante et influente. Et pour repérer les revues reconnues, Euh, il s'agit d'un indicateur que les chercheurs utilisent parfois pour choisir où publier leurs travaux. Et donc, sur ces éléments que je veux un peu, euh, il faut un peu élaborer. Il faut faire attention parce que le facteur d'impact, il ne garantit pas la pertinence, c'est-à-dire qu'une revue avec un facteur d'impact élevé peut publier des articles qui ne correspondent pas exactement aux thématiques spécifiques de votre discipline. Et il peut être biaisé par certaines disciplines, c'est-à-dire que les disciplines avec des cycles de citation rapides, par exemple en sciences biomédicales, ont naturellement des facteurs d'impact plus élevés, tandis que d'autres, comme les sciences humaines ou les mathématiques, ont des chiffres plus bas, même pour des travaux d'excellente qualité. Pour faire un exemple, la revue Nature a un facteur d'impact de 49,9, de Lancet un facteur d'impact de 69,1 et Sociologie du travail a un facteur d'impact de 0,28, alors que chacune est une revue de référence dans son domaine. Euh, En tant que chercheur, votre objectif principal doit être de toucher le public cible, c'est-à-dire les chercheurs qui s'intéressent à vos travaux. Une revue spécialisée avec un facteur d'impact modéré peut être plus visible et influente dans votre communauté qu'une revue généraliste très citée avec un facteur d'impact élevé, mais hors de votre champ d'expertise. Et si votre article n'atteint pas l'audience pertinente, il risque d'être ignoré, quelle que soit la revue, même si la revue a un facteur d'impact élevé. Les facteurs d'impact favorisent des pratiques un peu discutables. La focalisation sur ces critères encourage parfois des comportements peu éthiques ou des stratégies éditoriales critiquables.
Par exemple, euh, la revue a un facteur d'impact élevé, mais il y a beaucoup de publications d'articles de revues des synthèses qui attirent beaucoup de citations, mais ne représentent pas toujours des recherches originales. Et après, favorisation des articles, entre guillemets, vendeurs, comme ce qui traite des sujets un peu à la mode, au détriment des travaux plus novateurs, mais moins médiatisés. Si vous êtes des chercheurs et vous cherchez une revue dans laquelle publier, vous devrez examiner d'autres éléments. Vous devez examiner plusieurs dimensions, prendre en compte d'autres critères. Par exemple, la pertinence thématique. Cette revue couvre mes sujets de recherche, le processus de relecture. Dans cette revue, il y a un processus de relecture, il est rigoureux et transparent. La visibilité, cette revue est accessible aux chercheurs qui voulaient attendre. Elle fait payer des frais de publication. Elle est référencée dans une base de données connue. Sur les délais de publication, les temps d'évaluation et des publications sont-ils compatibles avec vos besoins? Donc, plutôt qu'aller vers le facteur d'impact, il faut se poser il faut commencer à se poser d'autres questions. Et j'arrive à la fin. Faire de la science ouverte pourrait me pénaliser dans le processus d'évaluation. Euh, alors, oui, je vais être direct. Oui, ouvrir les publications, les données et les codes, par exemple, ça prend du temps et ces efforts sont actuellement, je ne veux pas dire mal reconnus, mais pas assez reconnus dans l'évaluation. Pas encore. Mais nous faisons des progrès dans ces domaines. On a fait des progrès dans le domaine des publications, dans le domaine des données, des codes et on, on avance également dans les domaines de l'évaluation. Déjà, l'évolution, en fait, les critères d'évaluation académique vers la reconnaissance de la science ouverte évoluent. C'est-à-dire que les institutions de recherche, les organismes de financement et les universités revoient de plus en plus leurs critères d'évaluation pour y intégrer des indicateurs liés à la science ouverte. Des organismes internationaux comme la Commission européenne encouragent les chercheurs à publier un accès ouvert et considèrent cette pratique comme un critère positif lors de l'évaluation des projets et des carrières. Euh, il y a par exemple des initiatives comme les DORA, la San Francisco Declaration on Research Assessment, signée par 2568 institutions, dont 70 en France, des institutions qui euh, promeuvent une évaluation basée sur la qualité de la recherche plutôt que sur le facteur d'impact des revues, sur la quantité. Un changement qui valorise aussi les pratiques de sciences ouvertes comme l'accès aux données, les pas publications, le partage des résultats intermédiaires. Il soutient également une évaluation qui s'appuie sur, et là, je cite, un large éventail des mesures d'impact, c'est-à-dire on commence à prendre en compte la diversité des productions et des activités scientifiques. Donc, même si vous faites de la vulgarisation ou des conférences grand public, donc on commence à considérer un peu plus important ces types d'activités scientifiques. Donc, les pratiques des sciences ouvertes sont de plus en plus prises en compte dans les critères d'évaluation des chercheurs par les établissements et sont même obligatoires pour la mise en œuvre des projets de la majorité des financières comme l'ANR ou Horizon Europe. Là, je vais conclure rapidement parce que je voulais avoir un peu de temps pour échanger avec vous. Donc, j'arrive à mes conclusions. Publier un accès ouvert rend les travaux plus accessibles,
ce qui augmente leur visibilité et leur impact potentiel. Comme je disais, des études montrent que les articles en accès ouvert sont plus souvent téléchargés, lus et cités, ce qui peut être favorable pour le chercheur lors des évaluations académiques. Les partages des données et des prépublications en permettant une reproductibilité et une transparence accrue renforcent également la réputation des chercheurs. Parce que ces pratiques sont de plus en plus appréciées dans la communauté scientifique. Donc, la science ouverte, loin d'être un obstacle, est de plus en plus valorisée dans les processus d'évaluation, car elle répond aux exigences actuelles de transparence, de lisibilité et de reproductibilité de la recherche. Alors, pour conclure, je voulais vous encourager on ne vous demande pas de faire de la science ouverte au 100% aujourd'hui, mais on pourrait profiter de la semaine du libre accès pour commencer. Vous prenez l'habitude de faire de maintenant. Euh, N'oubliez pas de citer l'ensemble de vos productions scientifiques. Vous pouvez commencer cette semaine à faire un dépôt dans HAL, créer un CV dans HAL, créer des identifiants chercheurs, déposer la version auteur de votre article. Et pour les chercheurs, s'engager dans la science ouverte, est davantage un atout stratégique. C'est pas une source de pénalisation dans la carrière, mais c'est vraiment un atout stratégique. Je vous laisse ici une liste de ressources que vous pouvez utiliser. Après, avant de diffuser les diapos, je vais mettre à jour, je vais ajouter les liens vers les études que je mentionnais. Vous avez les sites Ouvrir la science, où vous pouvez trouver des guides qui concernent la science ouverte, sur Passeport Science ouverte, Entrée les débats, Code des logiciels et données de la recherche. Le portail HAL de l'USMB, les DOAJ et les DOAB pour les livres que je mentionnais, les licences Creative Commons et les menus appui à la recherche de notre site, en fait, du site de la BU de l'USMB. Je sais qu'il y a des inscrits qui sont hors USMB. Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser au service d'appui à la recherche de votre établissement. Et si vous êtes à l'USMB, vous pouvez nous contacter et contacter les pôles d'appui à la recherche à cette adresse mail mission-scienceouverte.bu@univ-smb.fr. Et je vous remercie de votre attention. J'arrête les partages. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat, mais si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou on peut profiter de ces dernières minutes pour échanger un peu. Et si vous avez d'autres idées reçues que j'ai oubliées, vous pouvez le signaler et on pourrait faire une deuxième séance l'année prochaine. Alors, je vois des messages. Ah, merci. Merci à vous. Pour les chercheurs de l'USMB, est-ce que vous avez des questions? J'étais peut-être un peu rapide sur certains points, mais il n'y a pas de questions. Donc là, comme je disais, pour les chercheurs, les doctorants
Merci, merci Aurélie. Pour les chercheurs, les doctorants de l'USMB, vous pouvez nous contacter euh, sur l'adresse mail mission sciences ouvertes. Et je suis à la bibliothèque du Bourget, si vous voulez venir me voir. Et je vous rappelle les rendez-vous de la semaine. Demain, à 10 heures, l'atelier Click and Read, l'extension qui vous permet de détecter les publications en accès ouvert. Mercredi et jeudi, deux ateliers sur l'archive ouverte HAL pour les dépôts des publications et pour la création d'un CV. Et vendredi, pour conclure la semaine du libre accès, un webinaire sur la thèse en open accès. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Merci.